La question la plus profonde et la plus difficile, c'est que pourquoi même quand tu n'as pas les moyens, tu vas au-delà de toi-même. Et c'est là où le problème se pose. Salut tout le monde, on dit quoi? C'est le format vidéo de B-Side Media dans lequel on parle avec des personnes concernées sur des sujets liés à la transmission culturelle, l'immigration et l'identité. Moi c'est Myriam, membre de l'équipe vidéo et photo de B-Side Media et aujourd'hui on va se poser la question existentielle. Envoyer de l'argent à la famille au pays, est-ce une fierté ou un fardeau? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un choc culturel des générations avec Dinos, le père de la cofondatrice Chibeki, Nassim et sa maman Soraya, originaire d'Algérie, et Soumia, d'origine marocaine, née en France. Moi, je suis d'origine congolaise. À l'époque, ça s'appelait Zaïre. Je suis en France depuis 88. En parlant des sujets du jour, si c'est un fardeau d'aider ceux qui sont restés au pays et tout. À la base, nous, si en Afrique, c'est un pays, c'est un continent hospitalier. Nous, ce n'est pas une obligation en fait. En fait, en soi, c'est spontané, nous, les aides qu'on fait. Parce qu'en Afrique, chez nous, je crois même dans le Maghreb ou en Afrique noire, moi j'étais au Maghreb, j'étais presque partout. Donc quand tu arrives dans un village, les villageois, quand ils te voient comme ça, de l'eau, tout ça, des fruits, tu n'achètes pas. Ils t'offrent. Oui. Tu peux passer comme ça sans qu'on t'offre quelque chose à manger. Et cette hospitalité-là, c'est ce qui nous aide en fait en Europe. Quand on arrive ici, le peu que tu gagnes, tu essaies un peu de les aider ou de donner, faire des dons de ceux qui sont restés au pays. Voilà. Ce n'est pas un fardeau pour nous, en tout cas c'est automatique. C'est une chance qu'on a. Pour nous, les Africains, c'est tout. Pour les autres continents, je ne sais pas, mais non, pour les Africains, en tout cas, oui, c'est ça. Je suis complètement d'accord. Donc, ce n'est pas un fardeau, c'est une chance, en fait. C'est une chance qu'on a, nous, on est là. C'est vrai. Bon, nous, quand on est parlé de la génération de moi et madame, l'Afrique n'était pas comme aujourd'hui. Nous, en tout cas, les gens vivaient bien, mangeaient bien, tout ça. Aujourd'hui, vu l'état du continent, ça devient un peu une obligation quand même de les aider, tous qui sont restés là-bas, même pour les études, les lever et tout ça qu'on sort. Mais sinon, en soi, ce n'est pas une obligation. D'accord. Je m'appelle Nassim, moi je suis né ici en France, donc mes parents venaient d'Algérie et donc je pense qu'il y a un autre rapport encore et puis il y a, donc j'ai grandi en région parisienne en plus donc c'est pas forcément la même chose à Paris ou dans les grandes agglomérations que vivre dans certains territoires, donc je pense que la notion d'argent elle est assez différente. Après je rejoins totalement, je suis assez d'accord, c'est qu'il y a je me souviens quand on allait en Algérie en vacances quand j'étais petit, ils nous donnaient tout, même si c'était un peu la galère. Et pourtant, mes oncles et tout, ils se débrouillaient pour aller chercher une boîte de lait ou ils nous ramenaient des bonbons. Donc c'est vrai que c'est important pour moi comme une famille au global, c'est-à-dire c'est l'entraide, quelle que soit sa forme, fait partie du socle d'une société. Et la société, elle est remplie de plein de groupes sociaux qui sont notamment les familles, les clans. Donc je pense que c'est assez important de garder ça en tête. Et après, sur le long terme, effectivement, je pense qu'il y a des questions qui se posent sur les notions d'éducation financière qui ne sont pas forcément soit les mêmes, soit partagées, ou la notion de besoin ou de contexte socio-économique sont différents. Et donc là, dans le temps, je pense qu'il peut se poser des questions de comment on gère en tout cas la notion d'aide financière entre les deux continents ou les deux pays ou voilà. La maman voilà, qui a engendré Nassim, c'est Soraya. Je suis arrivée en 88, août 88 du coup. Ah oui, vraiment en même temps. Voilà, ah ouais. tout à fait. J'avais 19 ans. C'était la bonne période, exactement. Moi j'ai grandi dans ma tête où aider dans sa famille n'était pas du tout une contrainte, c'est une obligation presque, parce que c'est dans l'éducation. Ça veut dire une famille, c'est pas bonjour, comment tu vas, ou joyeux anniversaire, ou bonne fête, ou saharaïtek, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi, à quel moment. Et on était tous comme ça. Et être l'aîné d'une famille, encore plus. Moi je m'appelle Soumia, donc je suis née dans les années 90, après ces fameuses années 80. Deuxième vague. Exactement. Et alors, moi je suis née en France, donc le rapport que j'ai avec le pays d'origine de mes parents est peut-être différent que du leur, tout en sachant que moi je rattache aussi ça à ma religion de manière directe ou indirecte. Forcément,
j'ai une religion qui m'enjoint à être généreuse, à faire des dons. De toute façon, ça fait partie d'un des piliers de l'aumône. Oui, bien sûr. Mais malgré ça, je serais peut-être en désaccord avec certains d'entre vous, étant donné que moi, j'ai pas de famille autre que mes frères et sœurs et mes parents en France. Donc le poids de cette famille au Maroc repose un peu sur nous. Et on a un rapport un peu particulier sur ça, même si on a vu nos parents donner. Effectivement, je vous rejoins complètement, l'Afrique, je pense que vraiment le continent africain est un continent d'hospitalité. Mais il y a des moments, on en discutera plus tard, où j'ai l'impression qu'on leur doit des choses, mais on ne sait pas pour quelles raisons. Est-ce que vous avez beaucoup de familles justement dans votre pays d'origine? Et est-ce que vous allez souvent aussi dans votre pays d'origine? La famille restreinte, en tout cas, il n'y a que mes deux sœurs qui sont là-bas, les restes, on est en Europe. D'accord. On est éparpillés en France, un peu partout. Voilà. Après, les cousins, les neveux, comme j'ai dit, ils sont là. Comme disait bien madame, donc, nous, en fait, c'est une nécessité. Quand on part en vacances, dernièrement on était en vacances, moi j'étais en vacances, c'était quand l'année passée. La fille, elle a été déjà 2 fois, je l'ai amenée pour qu'il découvre et tout ça. Son frère, c'est la première fois. Je l'ai amené là-bas, ils ont vu. Quand tu arrives là-bas, c'est vrai, quand on est parti, c'était la bonne époque. Moi, quand j'étais au Congo, on faisait des études, l'école nous a donné tout, les livres et tout, tout ça. Mais aujourd'hui, ça arrive déjà un enfant qui est en terminale. En terminale chez nous au Congo, il n'a même pas, donc il a peut-être même pas touché un ordinateur. Et quand tu arrives, tu vois ça, si tu as du moyen, comment tu peux te retenir pour les soutenir? Complètement. Mais est-ce que la question, excusez-moi juste pour ne pas perdre ce point, parce que je me pose à moi-même cette question, je me la pose énormément. Est-ce que justement, la question se pose si tu as les moyens, peut-être qu'on ne va pas se poser cette question, mais la question la plus profonde et la plus difficile, c'est que pourquoi même quand tu n'as pas les moyens, tu vas au-delà de toi-même, et c'est là où le problème se pose. Pourquoi tu te prives toi dans des choses importantes pour aider là-bas? Oui, mais c'est une question vraiment très intéressante parce que moi je suis d'origine congo-tanzanienne et moi je suis fille unique, donc j'ai pas de frères et sœurs et tout ça, mais j'ai énormément de cousins, cousines que moi aussi je considère comme mes frères et sœurs. Et du côté de ma mère, il y a toujours eu cette culture de devoir envoyer de l'argent à la famille, que ce soit les tantes, les cousins, parce qu'ils ont besoin d'aller à l'école, parce qu'ils ont besoin de vêtements pour l'Aïd, ou plusieurs événements où ils ont toujours besoin de petites choses. Mais la reconnaissance, elle n'est pas forcément là. Envoyer de l'argent, il faut que ça soit aussi un plaisir aussi d'envoyer de l'argent, dire aussi que ça impute. Parfois, il y a des demandes où j'ai l'impression des fois qu'on me demande des choses qui sont pas en rapport avec ma vie. J'ai l'impression qu'on a un décalage entre eux et moi. Et des fois, j'ai ce sentiment d'être ingrate, parce que je me dis, mais il y a un gap entre eux et moi. Moi, si je regarde juste la classe sociale de mes parents et la mienne, je suis transfuse de classe. On n'est pas du tout sur la même classe sociale. Mes parents sont analphabètes, j'ai fait des études, je suis ingénieure, donc on n'est pas du tout sur la même classe sociale. Donc je suis pas non plus sur la même classe sociale que ma famille au Maroc. Et c'est très difficile de déterminer... Moi, je vais au-delà de mes moyens. Et je vois ma famille, ils ont tous leur maison, ils sont tous propriétaires, avec que moi qui ne le suis pas. Du coup, c'est vrai que la question se pose quand toi tu te mets dans des problèmes énormes juste pour satisfaire, je sais pas, parfois c'est des caprices, l'un il a besoin d'un ordinateur, c'est même pas vital pour manger, parce que ça je le comprends tout à fait, moi je suis prête à partager ma baguette, le problème ne se pose pas. Par contre, quand tu fais des choses au-delà de tes moyens pour satisfaire un besoin qui est finalement pas fondamental, absolument pas. C'est là la question se pose, je me suis posé cette question. Est-ce que historiquement les gens se déplaçaient, venaient ici pour travailler, ils avaient besoin d'argent, du coup ils envoyaient l'argent et les gens de là-bas attendaient toujours et c'est resté. Et maintenant c'est ancré en nous, aussi profond dans nos cerveaux, en tout cas jusqu'à ma génération, et c'est tellement ancré, endoctriné qu'on a du mal à s'en sortir. Ou bien est-ce que réellement c'est une bonne action? Je me pose cette question, jusqu'à quel point c'est légitime de continuer à faire ça aujourd'hui
Encore une fois, je ne parle pas de personnes qui ont besoin pour manger. Ça, je pense qu'on continuera à le faire. Oui. Peu importe l'âge que vous avez. Bien sûr. Ça, je pense que vous le ferez. Oui. Est-ce que vous êtes les membres de votre famille qui contribuent le plus? Cela dépend. Oui. Cela dépend. Même si vous êtes 5 en Europe, oui. Bon, on n'a pas tous la même possibilité de moyens financiers déjà. On n'a pas tous la même capacité et cette volonté-là d'aider. Moi, personnellement, comme disait madame, c'était pareil. Moi, c'est sécurité sociale. J'ai aidé beaucoup de monde. J'ai fait venir des gens, des belles-sœurs. Oui. Mais les jours que mes enfants, maintenant, ils ont parti choisir de grandes écoles où il faut payer, je me suis trouvé. Comment j'ai fait? J'étais obligé de faire des crédits. Elle est un témoin. Ça l'a laissé à la gauche, parce que j'étais obligé de prendre un crédit pour qu'ils puissent faire des études. Et là, on a pris une claque. Et là, aujourd'hui, on aide. Mais on cible, comme madame me disait. Mais il y a un peu ce truc de... Et ça, c'est autour de l'éducation financière. Et c'est trop intéressant ce que vous venez de dire, c'est que une fois que je suis marié, j'ai des enfants, on peut me dire oui, ok, maintenant il a des responsabilités, donc on compte un peu moins dessus. Mais le truc, c'est qu'il faut profiter de nos 20-30 ans, où on n'a justement pas de responsabilité pour se faire un capital financier, se faire de l'éducation financière, faire des investissements. Typiquement, tu ouvres une assurance vie le jour où tu as ton premier salaire, tu mets 50 € par mois, 10 ans après, tu as 10 000 balles sur ton compte. Et ça, c'est 10 000 €, en fait, c'est ton épargne de précaution s'il t'arrive quelque chose dans ta vie. Et là, tu commences à être un peu libre de dire que s'il y a un imprévu, bah, tu peux. Et je trouve que, bon, moi, j'ai pas l'impression qu'on ait une éducation financière particulière. On a une génération où, comme tu disais, on a fait des études, où il y a vraiment une logique de classe qui évolue aussi de génération en génération. Donc, on est dans des logiques, je vais pas dire des luttes des classes, ça serait un peu fort, mais il y a des signaux faibles de lutte dans une lignée. Et ça, c'est intéressant parce qu'Amine Malouf, dans le bouquin les identités meurtrières, il disait que deux personnes de deux pays différents d'une même génération se ressemblent plus et se comprennent plus qu'une même famille qui a la même religion, la même langue, la même culture. Et en fait, il y a je ne vais pas dire un mensonge parce que ça serait trop fort, mais un tabou, je pense, sincère, sur cette génération qui est partie. Mais parce que je pense qu'ils ont eu des fausses promesses aussi par ailleurs. On peut parler des mouvements migratoires qu'il y a eu dès le début du XXe siècle pour reconstruire les usines. Il y avait les Polonais, après la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il y a les Maghrébins, Sénégalais, tout ça. Et donc il y a eu, je pense, une fausse promesse aussi, soit de la part des pays locaux ou des pays d'accueil, sur les conditions de travail et tout. Et donc ils se disent, bah, tiens, je vais arriver, je vais ramener de la moula, ça va être cool. Et en fait, même eux, ils se sont fait avoir. Mais après, comment... Bah non, allô, maman, ouais, en fait, j'ai menti, je suis dans la merde. Oui. Je pense que c'est trop fort de dire ça. Et je pense que ça a quand même contribué au fait que les gens, quand ils partent, ils vont vivre dans des bonnes conditions. J'ai pas d'études sociologiques qui l'expliquent et tout ça, donc je peux pas dire à quel point je pense que c'est vrai. Mais je pense que ça a été un socle qui n'est pas négligeable dans la perception de la personne qui va aller. Et en plus, comme tu vois de l'argent arriver régulièrement, bah, tu ne dis pas que la personne est en difficulté. Et du coup, quand nous on arrive, soit notre génération, soit nous qui pensons un peu différemment, bah, en fait, je mets un cadre dans la manière d'aider, parce qu'en fait, je ne peux pas faire autrement. Moi, j'ai besoin d'organiser ma vie. Et bah, là, il y a une confrontation qui s'installe. Et je pense que, je ne sais pas dire si c'est un fardeau ou une fierté. Moi, je pense que c'est une fierté a priori, parce que je me dis effectivement, moi, je suis très content de participer à ce que fait ma famille ou autour de moi de manière globale en termes d'impact. Mais quel est le modèle économique qu'on peut développer pour pouvoir subvenir aux besoins des gens qui en ont besoin ou dont on a envie d'aider, tout en maintenant un certain confort de vie et pas une obligation. Et tu vois, en religion, je trouve que c'est assez intéressant, cette notion de dès que tu dépasses un certain capital, tu as une aumône obligatoire. Et ça, c'est un peu le modèle des impôts en fait. Sauf qu'au lieu c'est clairement les impôts, c'est basé sur ça. C'est basé sur non, mais c'est basé sur ça. Non, mais parce que du coup, je dois rentrer dans l'explication, c'est pour ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est basé sur les impôts, on est d'accord en fait. C'est la contribution sociale et la répartition des richesses. C'est une question très profonde, mais liée à quelque chose que vous avez tout à l'heure cité, la peur de l'échec. Donc, tu es parti à l'étranger, tu dois forcément être riche, tu dois forcément être à l'aise, tu dois forcément paraître bien, mieux que ce que tu étais, mieux que les autres. Donc, on ne nous a pas éduqués à accepter l'échec
et à apprendre comment de l'échec tu le transformes en succès. Et on ne nous a pas appris non plus que ne pas avoir d'argent n'était pas tabou. Un manque d'argent est synonyme d'échec total, alors que non, tu peux très bien être heureux avec une poule, un lapin, une vieille baraque, et t'es très bien et heureuse. Du coup, je vais vous poser une question plutôt aux nouvelles générations. Est-ce que vous pensez que vous pourrez inculquer cette transmission d'envoyer justement l'argent au pays, à vos enfants? Parce que j'ai pas la réponse si je vais inculquer ou pas, dire va emmener au bled. Ça se trouve, ça aura aucun sens pour mon enfant. D'ailleurs, lui, il va avoir plein de bleds différents. Sa mère, elle est franco-somalienne, moi je suis algérien. Déjà, on fait quoi? C'est quoi les rapports avec les uns et les autres, quoi. Donc, il y a aussi le fait que ça soit naturel. Par exemple, avec ma mère, il y a des choses où ça s'est fait naturellement. Par exemple, à chaque fois, il y avait des mariages où elle contribuait toujours et tout ça. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, moi aussi, plus tard, je vais contribuer quand il y aura un mariage. L'exemple. Oui, voilà, exactement. C'est exactement ça. C'est pour ça que c'est une question d'éducation. Ça commence à jubiler déjà. Voilà. On a commencé comme ça. Oui, exactement. Ouais. C'est vrai que... Là, arrive à vos enfants, on en parle à la main prise. Exactement. C'est vrai qu'on commence de réaliser de plus en plus le fait de dire... Retrogrado, fait ça. Exactement. Nous, on était au sommet. Peut-être que la question ne se posera même pas finalement. Voilà. Et avec nos enfants, ça va se... La question, ça va pas se poser. Exactement. Ouais, mais alors, malgré tout, je pense qu'à un moment, en tout cas pour le Maroc, je parlerai pas au nom de mon conjoint, je pense que la question se posera à un moment. Oui, bien sûr, même pour tout le monde, je pense. Je veux pas qu'il perde ce lien avec le Maroc, et étonnamment, le lien passe par la famille, et en fait, ma famille fait partie d'une autre classe sociale que la mienne, donc... Moi, je pense que, franchement, arrêter de donner l'argent totalement, c'est pas une solution. Parce que pour plein de raisons, pour ceux qui en ont besoin, pour contribuer au développement économique, des familles, tout ça, dans d'autres pays, parce que comme tu as dit, on part en vacances ailleurs, on laisse quand même de l'argent et tout ça, ou donner à des associations ici. Il y en a qui ont besoin, il y en a qui n'ont pas forcément besoin et ont un d'argent. Donc je pense continuer à donner, je dirais pas arrêter d'un coup. Par contre, réfléchir à la manière de le donner, ça c'est très important. Faites pas les rêves que nous on a fait de notre génération. Parce qu'aujourd'hui, nous quand on arrivait, la vie qu'on voyait, c'est pas ce qui est aujourd'hui. On ne dit pas de ne pas aider. Comme madame disait, il faut cibler. Il faut cibler. À qui et pour quelle cause? Tout en pensant déjà à vos enfants. Parce que vos enfants aujourd'hui, ça va coûter plus cher que ce que nous, quand vous êtes nés déjà dans la côté. Voilà. Donc si vous ne pensez pas ça, pensez, vous avez la chance que vous avez des nationalités. Le continent africain, donc, il n'est pas encore exploité. Donc il y a tout un potentiel. S'il faut, au lieu de leur donner de l'argent, aller avec des projets, investir là-bas, les embaucher à travailler, et là, vous allez faire de bonnes aides. Peut-être le monde va renverser que ceux qui sont ici vont aller encore chercher du travail comme on est venu chercher ici. C'est ça, en fait. Donc, sinon, aide, quoi qu'il en soit, on va toujours aider. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et surtout, qu'en est-il pour vous? Est-ce que envoyer de l'argent à la famille, au pays, est-ce une fierté ou un fardeau? À bientôt sur BSI Media.